De l'art et du cochon, une émission du Plumeau. Amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur De l'art et du cochon, votre podcast culture. Si vous pensez comme nous que les Inrocks débloquent, que l'IB manque d'idées et que Télérama ne comprend pas, cette émission est faite pour vous. Tous les mois, retrouvons-nous pour discuter ensemble de l'actualité culturelle, des livres dont on parle trop ou pas assez, des films à voir ou à éviter, avec à chaque fois un même objectif, révéler ce qu'une œuvre dit de notre époque, avec son regard, ses obsessions, et, osons aussi le dire, ses idéologies. Avec moi aujourd'hui Antoine. Bonjour Antoine, comment vas-tu ? Bonjour Claude, bonjour à tous, ça va très bien et toi ? Eh ben écoute, ça va aussi, et ça va d'autant mieux que je ne suis pas sans savoir que nous avons un beau programme qui nous attend. Un beau programme et un programme chargé, puisque nous allons d'abord parler du dernier ouvrage d'Aurélien Bélanger, Le continent de la douceur, qui nous donnera l'occasion de nous intéresser aux rapports que nous entretenons avec l'Europe. Puis nous parlerons de l'anniversaire qui nous occupe cette année, les 30 ans de l'Opéra Bastille, qui nous donnera l'occasion d'évoquer l'architecture d'une manière plus générale. Et puis enfin, nous ferons un petit clin d'œil à un compte Instagram qui nous permettra de questionner notre rapport au paysage. Eh bien c'est parti. On commence avec notre premier sujet, le dernier roman d'Aurélien Bélanger, Le continent de la douceur. Dans ce roman, on suit les destins croisés de 3 personnages à travers l'Europe et puis à travers l'Europe en exil, les États-Unis des années 80. Ces 3 personnages qui ont en commun leur lien avec un royaume fictif, le royaume de Karst. Et à travers eux, on revisite l'histoire de l'Europe de ces dernières décennies. Alors Claude, qu'en as-tu pensé de ce roman ? Eh ben écoute, c'est un roman que j'ai plutôt apprécié. J'étais déjà lecteur d'Aurélien Bélanger, dont c'est je crois le 4e roman. Ouais. J'avais notamment beaucoup apprécié le Grand Paris, où on retrouvait des thèmes qui lui sont chers sur l'urbanisme, sur l'aménagement du territoire, qui est un autre thème de ses romans, qui est un autre titre de son précédent roman d'avant le Grand Paris d'ailleurs. C'est-à-dire que, comme souvent chez Bélanger, la fresque d'époque est vraiment très réussie, avec des scènes d'anthologie. On pourrait croire à des peintures 19e-istes d'une scène dans un salon du Faubourg Saint-Germain. Ce parallèle m'est notamment venu en voyant le long passage décrivant une séance d'escalade à Davos, où on reconnaît à nom couvert les maîtres du monde. On imagine Jean-Claude Juncker, Christine Lagarde, Mario Draghi en train d'essayer de gravir la roche de cette station sport d'hiver suisse. Voilà, donc un roman très drôle, très fin sur l'époque, avec néanmoins les limites habituelles des romans de Bélanger, c'est-à-dire des personnages pas complètement aboutis, qui manquent un peu de chair, de consistance. On sent qu'ils sont plus faits pour ressembler à des archétypes sociaux dans l'Europe décadente qu'à de vraies figures de romans. Bon, ça c'est une faiblesse récurrente de l'auteur. Je me suis aussi un petit peu perdu dans tout le discours ésotérique ou para-ésotérique que développe Aurélien Bélanger là-dedans. Notamment, il y a ce courant mathématique, l'intuitionnisme, qui traverse toute l'œuvre, qui aurait été initiée par Gorinsky, un grand mathématicien karst, donc de la principauté que tu évoquais. On sent que dans les longues pages qu'il consacre à ce sujet, Aurélien Bélanger glisse plein d'allusions, plein de symboles. Voilà, j'avoue ne pas avoir complètement accroché à cette dimension du roman. Oui, j'ai l'impression que là-dessus, en fait, Bélanger essaye de s'inscrire dans une sorte de tradition française du roman qu'on pourrait retrouver beaucoup chez Balzac, par exemple, avec des digressions assez fréquentes dans le cours du récit sur des thèmes qui ne semblent pas en rapport direct avec l'action. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le roman français du 19e siècle et qui, dans le roman contemporain, est beaucoup utilisé avec beaucoup de talent par Houellebecq. Par exemple, dans les particules élémentaires, je crois qu'il y a beaucoup de digressions sur la physique quantique qui viennent un petit peu interrompre le cours du récit, mais qui sont amenées de façon finalement très fluide, sans perdre le lecteur. On a aussi, dans Soumission du même Houellebecq, le personnage principal qui est un professeur d'université spécialiste de Huysmans qui amène dans tout le livre des apartés sur l'œuvre et la pensée de Huysmans, mais qui s'inscrivent également très bien dans le cours du roman. Et ici, c'est peut-être amené avec peut-être moins d'habileté de la part d'un écrivain un petit peu moins expérimenté, ce qui peut donner une impression un peu plus ésotérique ou artificielle quand on arrive sur ces passages. Mais néanmoins, je trouve que c'est une manière pour Bélanger de s'inscrire dans une tradition du roman français qui est aussi à son honneur et qui développe, au-delà du simple récit, un roman à clé, un roman à thèse,
qui permet au lecteur à la fois de mieux s'imprégner de l'ambiance et également de voir les enjeux qui sont couverts par le récit. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu dresses ce parallèle avec Houellebecq. D'abord parce que l'affiliation entre Houellebecq et Bélanger est revendiquée, puisque le premier livre qu'Aurélien Bélanger a eu l'occasion de faire paraître en 2010, je crois, était consacré à Michel Houellebecq. Ouais, son titre était, je crois, Houellebecq, écrivain romantique. Voilà, donc Bélanger s'inscrit clairement dans une école de jeunes écrivains français qu'on pourrait qualifier de néo-houellebeckienne. Voilà, il y a d'autres noms qui me viennent en tête, je pense notamment à Solange Biette-Charton, qui est très clairement dans cette veine-là. On retrouve beaucoup de traits caractéristiques du roman houellebecquien, d'abord et évidemment dans le style, un style de Bélanger qu'on peut qualifier comme celui de Houellebecq de neutre ou de blanc. On retrouve aussi le talent de parodiste de Houellebecq. Voilà, la différence étant que Houellebecq, lui, évoque avec leur nom véritable des personnages d'époque qu'il met en scène dans ses portraits du temps. Bélanger, lui, s'amuse avec des pseudonymes, avec des prête-noms. On pense notamment à son personnage de QPS, Quentin Patrick Stern, dans ce roman, qui est évidemment un double de Bernard-Henri Lévy, mais il y en a beaucoup comme ça. Plus largement, d'ailleurs, ces noms d'emprunt font écho à quelque chose qu'on ressent tout au long du roman, et qui est une description du faux. C'est-à-dire que dans l'Europe que nous décrit Aurélien Bélanger, tout est faux. On a une fausse banque vénitienne dont le siège est à Wall Street. On a une fausse principauté restaurée, le Karst, avec des oripeaux féodaux ou post-féodaux, et qui est en fait une place forte des élites mondialisées où se tient tous les ans un grand sommet des gagnants de la mondialisation libérale. Voilà, c'est finalement une Europe en toc qu'il nous décrit. Oui, j'ai trouvé très amusant cette vision d'une Europe en carton-pâte, l'Europe un peu utopique de la fin des années 90, l'Europe du monde de Fukuyama, de la fin de l'histoire, régulée par le règne du marché et du droit, et qui, dans ce roman, on voit un petit peu le décor en carton-pâte s'effondrer, avec le rappel très net du conflit en ex-Yougoslavie, qui vient surgir au milieu de cette époque de fin de l'histoire, au même moment où la Chine entre dans l'OMC et où le monde semble enfin être arrivé à son terme sous le règne du marché et du droit. C'est un des grands mérites de l'auteur de montrer, de gratter un petit peu le vernis de cette Europe-là et de montrer ces démons qui reviennent. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, une question qu'on peut se poser à la lecture de ce roman, et de manière plus générale, porte sur une forme de surreprésentation du fait européen, de la construction européenne dans les arts du temps. C'est pourtant un sujet évidemment omniprésent dans l'époque, dans les débats politiques, dans les débats culturels. Or, c'est une espèce d'espace vide dans la création artistique. Bon, il est facile d'émettre des hypothèses sur l'Union européenne comme objet finalement très, très froid, très technocratique, à la fois très présent et très distant. Il y a eu quelques tentatives, je pense notamment au film récent de Costa Gavras, Adults in the Room, voilà, qui se veut une peinture de la crise grecque, vue à travers les yeux de Yanis Varoufakis, le ministre des Finances, qui était un film qui était une réussite relative. Mais en tout cas, voilà, Aurélien Bélanger, comme d'ailleurs sur les sujets, je dirais, urbanistiques et géographiques qui ont marqué son œuvre jusqu'à présent, a le mérite de s'attaquer à ce qui pourrait sembler relever d'une sphère strictement académique et austère, pour montrer qu'il y a là un matériau romanesque à exploiter. C'est un défricheur, et son roman, malgré les limites que j'ai eu l'occasion d'en présenter, a néanmoins cette vertu incontestable. Oui, c'est un véritable mérite de Bélanger de s'être attaqué à ce sujet qui est, il faut bien le reconnaître, difficile à aborder par l'angle de la fiction, et encore plus par l'angle de la fiction romanesque. C'était déjà assez audacieux de la part de Costa Gavras de s'y attaquer. Ça l'est encore plus sous la forme d'un roman pour Bélanger, et finalement on peut aussi reconnaître à cela la marque d'un grand écrivain, ou d'un écrivain qui est en prise avec son époque. C'est quelqu'un qui a identifié les enjeux de la France périphérique, de l'aménagement du territoire, et aujourd'hui l'enjeu de l'Europe et du rapport que nous avons avec elle, du rapport que nous entretenons dans la construction de notre identité avec l'Europe. C'est le signe que Bélanger est un écrivain qui a capté son époque, et donc qui a des choses à dire.
Deuxième sujet à l'ordre du jour de notre brillant comité, l'Opéra Bastille. L'Opéra Bastille qui a fêté en 2019 son 30e anniversaire, puisqu'il a été inauguré le 13 juillet 1989, en plein milieu des commémorations du bicentenaire de la Révolution. 30e anniversaire qui prend une dimension particulière, puisque l'Opéra Bastille va, nous dit-on, être terminé dans les mois qui viennent. Une salle modulable va être ajoutée derrière une façade ronde du bâtiment, qui est située rue de Lyon, pour les Parisiens qui nous écoutent. Une salle qui était initialement prévue d'ailleurs par Carlos Hott, l'architecte uruguayen qui a procédé à la construction du bâtiment dans les années 80, mais qui n'avait pas été ajoutée pour des raisons financières, cohabitation, etc. C'est d'ailleurs une autre raison pratique de cet ordre-là qui conduit aujourd'hui à ce qu'on finisse par agrandir ce bâtiment, c'est que l'Opéra National doit libérer de l'espace aux Batignolles pour laisser de la place à la grande cité du théâtre qui est en train d'être construite. Et donc on a mandaté une agence d'architecture danoise pour 59 millions d'euros, afin d'achever enfin l'Opéra Bastille, plus de 30 ans après sa construction. C'est un peu la Sagrada Familia du mitterrandisme culturel. Antoine, qu'est-ce que t'inspire cette der des der? Ah oui, quel imbroglio, mais je ferai remarquer que ça avait déjà très mal commencé dès le départ en 1989, avec énormément de péripéties qui n'ont pas changé depuis. J'ai retrouvé pour l'occasion un article du New York Times qui date de 1989, au moment de la construction de l'opéra, où rien n'était en place et où on avait même du mal à trouver un orchestre qui serait assigné à cet opéra. Et une blague commune de l'époque qui rapportait cet article, c'était quelle est la différence entre l'Opéra Bastille et le Titanic? Et bien, dans le Titanic, au moins, il y a un orchestre. Oui, bah écoute, de fait, l'Opéra Bastille, il a toujours suscité la controverse, y compris dans des milieux habituellement favorables au canon de l'architecture contemporaine, la grande presse, les milieux dits artistiques. Et ça tient à une raison assez simple, c'est que ce bâtiment est laid, foncièrement laid. Il faut se dire les choses, hein, c'est une espèce... Employons les mots qui conviennent, Voilà, pour la circonstance. Ça me paraît incontestable, c'est une espèce d'énorme bloc de béton et de verre carrelé, digne du plus banal des sièges de conseil régional, ou éventuellement d'un hôtel Hilton en périphérie d'une capitale. Quand on rentre à l'intérieur, ça ne s'arrange pas, ce sont des espèces de gigantesques halls sans âme. Voilà, c'est une sorte de non-lieu, lisse et aseptisé. Une espèce de grosse verrue sur le nez du 12e arrondissement. Bon après, si je puis dire, à l'époque, la laideur de l'opéra ne disconvenait pas vraiment par rapport au reste des célébrations du bicentenaire, qui ont quand même correspondu à un déferlement de mauvais goût. On peut se souvenir du défilé fashion branchouille de Jean-Paul Goude le soir du 14 juillet sur les Champs-Élysées, à grand renfort de world music et de confusion historique. Oui, et puis il faut se souvenir que ce projet s'inscrivait dans le cadre du réaménagement du quartier de Bastille. Rappelons-nous que Bastille était encore un quartier relativement populaire dans les années 80, et la construction de ce nouvel opéra s'accompagnait de l'idée qu'on allait attirer un nouveau public. Mais comme souvent, la gauche a regardé le peuple un peu de loin sans le comprendre, et ce public-là finalement a été assez peu au rendez-vous. Oui, non, tout à fait. C'est-à-dire qu'en amenant, on a pensé amener l'opéra au peuple, et finalement on a amené l'opéra avec les gens qui vont à l'opéra, et on a chassé le peuple, une formule de gentrification finalement assez classique. Mais plus profondément, je pense vraiment que l'Opéra Bastille représente l'architecture contemporaine dans ce qu'elle a de plus déplorable. Et l'essence de cette architecture contemporaine, à mon sens, elle a été définie par Michel Houellebecq il y a 25 ans. Le fil rouge de notre soirée. Oui, décidément, vous aurez Houellebecq pour l'entrée, le plat et le dessert avec nous. Défini dans un article que Houellebecq avait intitulé « Approche du désarroi », qu'on peut désormais retrouver dans un recueil qui s'appelle « Intervention », pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Que nous disait Houellebecq sur cette architecture contemporaine? Il écrivait notamment que cette architecture contemporaine est, je cite, modeste, c'est-à-dire qu'elle rejette les raffinements et les démonstrations artistiques trop marquées. Il nous dit ensuite qu'elle est fonctionnelle, c'est-à-dire que son objectif n'est aucunement la beauté pour elle-même, mais l'efficacité avant toute chose. Et il nous dit aussi que cette architecture contemporaine est transparente, c'est-à-dire qu'elle est vouée à permettre une circulation rapide des individus et des marchandises afin de réduire l'espace à une dimension qui soit purement géographique. Oui, c'est amusant à ce sujet de comparer l'Opéra Bastille avec son ancêtre, l'Opéra Garnier.
On peut voir ici tout l'inverse, une architecture qui n'est ni modeste, ni transparente, et pas forcément fonctionnelle non plus. Il faut savoir que l'Opéra Garnier, pendant longtemps, a été considéré comme un ouvrage de mauvais goût, parce que très chargé, très ornementé, avec une superposition de couches d'or dans tous les coins. Ça a parfois, cette espèce de profusion néo-baroque a parfois été considérée comme de mauvais goût. Mais on peut constater, en observant l'Opéra Garnier, que chaque ornement nous rappelle finalement la destination du bâtiment. Chacun de ces chérubins, chacune de ces muses qui sont sculptées dans les coins de cet opéra nous parle de l'art, nous parle du chant, nous parle de la danse, et nous rappelle la destination de ce bâtiment. A l'inverse, Bastille répond bien à ces critères définis par Houellebecq de modestie, de transparence et de fonctionnalité. C'est un bâtiment informe qui peut, pour un passant non averti, pour un touriste qui arriverait sur la place de la Bastille, suggérer beaucoup de choses, un bateau, peut-être le Titanic dont on parlait tout à l'heure, une piscine publique, un bâtiment gouvernemental, enfin plein de choses sauf un opéra. Oui, non, mais tout à fait. Et le fait qu'on ne puisse pas distinguer sa fonction, ça montre finalement une grande part de ce que l'architecture contemporaine dit de notre époque, c'est-à-dire que elle est à sa façon une apologie de l'indifférenciation, du déracinement, de l'individualisme. Les grandes constructions récentes des principales villes occidentales, qui d'ailleurs se ressemblent toutes, sont là pour en témoigner. Sur ce sens profond de l'architecture contemporaine, je vais me permettre de citer Houellebecq à nouveau, un passage un peu plus long de ce même article qui, à mon sens, résume cette intimité profonde entre cette architecture et l'esprit du temps. Ouvrez les guillemets, Michel Houellebecq. L'architecture contemporaine se dote donc implicitement d'un programme simple qu'on peut résumer ainsi: construire les rayonnages de l'hypermarché social. Elle y parvient d'une part en manifestant une totale fidélité à l'esthétique du casier, d'autre part en privilégiant l'emploi de matériaux à granulométrie faible ou nulle, métal, verre, matière plastique. Il s'agit dans tous les cas de créer des espaces polymorphes, indifférents, modulables. Il s'agit de créer des espaces neutres où pourront se déployer librement les messages informatifs publicitaires générés par le fonctionnement social et qui par ailleurs le constituent. Voilà, je pense que je ne sais pas si Houellebecq pensait à l'Opéra Bastille quand il a écrit cet article, qui lui est postérieur évidemment. En tout cas, nous on y pense très fort quand tu nous lis ce passage. On y pense très fort. Alors, cette architecture contemporaine, elle est ultra dominante. Il existe une pensée alternative qui a été reléguée aux catacombes pendant très longtemps. Je pense notamment aux écrits du philosophe britannique Roger Scruton sur le sujet, dans son bouquin The Aesthetics of Architecture en 1979, qui lui prône pour un retour à des constructions traditionnelles, communautaires, plus modestes, je dirais. Mais je te vois faire la moue quand je dis ça, Antoine. Non, je trouve que la critique de Scruton des dérives de notre époque est vraiment intéressante. Elle s'inscrit dans une pensée globale qui est tout aussi intéressante. Mais sur ce sujet, je lui reproche une vision un petit peu sclérosée dans laquelle je trouve dommage de tomber, parce que finalement, l'architecture et l'urbanisme, qui sont très liés, incarnent le vitalisme d'une civilisation. On peut prendre l'exemple du futurisme en Italie, on peut prendre l'exemple plus près de nous du Paris de Georges Pompidou, le Paris de la dalle des Olympiades, qui même si il connaît les dérives de toute architecture contemporaine, même s'il produit de la laideur et du fonctionnalisme, incarne un pays encore bien vivant, qui regarde droit devant lui. À la fin des années 60, quand Pompidou était passionné par le modernisme, par le brutalisme, par les travaux de Niemeyer, du Corbusier, il veut appliquer une politique de la table rase parce qu'il trouve le Paris haussmannien finalement vieux et ringard. Il pense que le futur c'est du béton, des autoroutes, des bagnoles comme il aimait à le dire, et qu'il est hors de question de transformer Paris en musée pour touristes, alors que la civilisation française a un rôle majeur à jouer dans le monde. Le résultat finalement, 40 ans plus tard, c'est une esthétique contestable, mais très particulière et qui peut avoir son charme, et que Houellebecq lui-même a bien décrit dans ses romans en évoquant les dalles du 13e arrondissement et les monoprix qu'il aimait à fréquenter. Mais c'est un quartier de Paris en tout cas qui contraste fortement avec le reste de la capitale totalement muséifié. Donc je ne porte pas ici un jugement sur la valeur absolue de ce projet, mais plutôt sur ce qu'il représente en tant que moment historique, un moment où on pensait que le pays avait encore un avenir, devait aller de l'avant, devait
une ville devait accueillir toujours plus de population, et finalement on a totalement rompu avec cette esthétique à la Blade Runner ou Orange Mécanique pour revenir à un Paris Amélie Poulain qui me paraît quelque peu mortifère. Oui, peut-être qu'on peut dire que les ambitions architecturales du Paris pompidolien étaient très modernes, là où celles de l'Opéra Bastille étaient déjà à leur façon postmoderne. C'est-à-dire qu'elle ne visait plus cette grande ville puissance, elle visait plutôt l'aménagement d'une gigantesque aire de jeu, l'extension du domaine du divertissement et du loisir haut de gamme dans des quartiers de la capitale qui avaient encore une population qui travaillait, qui vivait, qui n'était pas là simplement pour consommer la ville comme un produit extérieur et finalement, je dirais, divertissant, mais qui était dans un bain, qui était dans un bouillon. Et on peut dire, en se promenant dans les rues de Paris d'aujourd'hui, que finalement la vision qui était portée au moment de la construction de l'Opéra Bastille a pleinement réussi. C'est le triomphe de Carlos Hott et du mitterrandisme. Un peu de beauté pour terminer cette émission, nous en aurons bien besoin après notre sujet précédent. Un petit clin d'œil à un compte Instagram tout à fait stimulant qui s'appelle l'Odyssée française. L'Odyssée française qui s'est donné pour mission de faire découvrir la France sur Instagram à travers ses paysages, donc à la fois à des Français mais aussi aux amoureux de notre pays dans le monde entier. Donc voilà, où on y trouve des photos extrêmement travaillées de paysages parfois très connus, je pense au Mont Saint-Michel ou à la Tour Eiffel, parfois beaucoup plus discret ou caché, une boucle des rives du Doubs, une vision de creux de montagne, voilà, pour je dirais, défendre et illustrer l'extraordinaire richesse du territoire français, de ses paysages et de la source d'inspiration qu'il a toujours portée au monde. Qu'est-ce que ça nous dit, Antoine, sur cette question du paysage, d'ailleurs, dans la culture du temps ? Je pense que la simple observation de cette page Instagram nous montre tout de suite le rapport très particulier que nous, en tant que Français, en tant qu'Européens, nous entretenons avec les paysages qui nous entourent et que nous fréquentons au quotidien. C'est vrai qu'il y a un lien étroit entre la civilisation à laquelle nous appartenons et les paysages que nous fréquentons, parce que l'homme façonne son paysage, le paysage d'une certaine façon façonne aussi l'homme, et on voit par exemple dans l'art européen, on voit que la représentation picturale du paysage est quelque chose qui arrive assez tardivement. Au départ, le paysage est simplement un élément d'illustration qui sert à venir en arrière-plan d'une scène qui est le véritable sujet du peintre. Et finalement, dans la vision européenne, le paysage est rarement représenté seul, ou alors il l'est de façon assez tardive. Et le paysage qui est représenté est toujours un paysage façonné par l'homme, façonné par l'animal qu'il fréquente. Ce n'est jamais un paysage purement sauvage, un paysage que pourrait observer l'homme seul face à la nature. Et en cela, le paysage qui a pu être celui qu'ont découvert les premiers Européens arrivant aux États-Unis a d'une certaine façon été une rupture. On le voit dans l'art américain, je pense par exemple à l'école du luminisme, qui est incarnée par des peintres comme Albert Bierstadt ou Fitz Lane. Ce sont des paysages qui sont représentés généralement totalement vides et puis avec une très grande profondeur de champ, donc une impression d'immensité totalement déserte sur laquelle finalement l'homme a tout pouvoir, mais qui ne porte pas la trace des siècles passés. Et en cela, la vision européenne du paysage est quand même une véritable particularité. Oui, écoute, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, si les paysages français ont effectivement été façonnés par la main de l'homme, par la patine des siècles, ils ne sont ni la toundra russe, ni le désert du Nevada, cette main de l'homme aujourd'hui les menace de manière très claire, ces paysages. J'ai notamment en tête le bourgeonnement de ce qu'on appelle souvent les ZAC, les zones d'activité commerciale, ou un tout autre nom technocratique, qu'on voit apparaître un peu partout en bordure des villes, d'une façon similaire, quelle que soit la région, la province, l'ensemble historique, culturel et géographique dans lequel on se trouve.
Vous connaissez le tableau, chers auditeurs, hein, ces espèces de gigantesques halls grisâtres, ces parkings, avec à chaque fois la même grande surface de distribution, le même fast-food. C'est une sorte de non-lieu lisse et aseptisé qui détonnerait certainement dans la galerie des photos que nous propose le lycée française. L'enjeu étant que cette dévastation s'accélère. On sait qu'il y a à peu près l'équivalent d'un département français qui disparaît tous les 7 ans en termes de surface agricole, notamment pour construire ces funestes ZAC. C'est un sujet dont le débat public peine à s'emparer, dont les politiques ne parlent pas, dont les défenseurs subventionnés de la culture et de la beauté peinent également à prendre conscience. Voilà, il y a une forme de SOS à lancer à ce sujet sans doute. Oui, et ce constat que tu fais est d'autant plus grave que il aura des conséquences à terme, je pense, très importantes, parce que, nous l'avons dit, l'homme façonne son paysage, et il le façonne d'une bien triste manière ces dernières décennies, et puis finalement le paysage façonne l'homme également, et ce paysage que nous avons contribué à enlaidir au cours des décennies qui ont précédé, finira peut-être par enlaidir notre âme également. Parce que je crois profondément que le paysage qui nous entoure et que nous fréquentons au quotidien a une influence très forte sur ce que nous sommes et sur notre vision du monde. Je voudrais citer, pour illustrer un petit peu cette idée, un passage du roman Colette Baudoche, un roman injustement oublié de Maurice Barrès. Vous ferez fi d'un petit accès de germanophobie que vous pourrez sentir dans ce passage. C'est un roman publié en 1909, mais je trouve qu'il traduit extrêmement bien la façon dont les lieux que nous fréquentons, la façon dont les lieux que nous fréquentons nous façonnent. Barrès nous dit: il y a des petits villages isolés au milieu des espaces ruraux qui, le soir, à l'heure où l'on voit rentrer les bêtes et les gens, m'apparaissent comme des gaufriers. Et je crois que tout être, fût-il barbare prussien, soumis à leur action patiente et persistante, y deviendrait lentement lorrain. Bien des générations reposent là, au cimetière, mais leur activité persiste. Elle est devenue ce groupe de maisons, ce clocher, cet abreuvoir, cette école qu'entourent les champs bigarrés de couleurs et de formes, et si l'on entre dans cette communauté, on y vient nécessairement se conduire et penser comme ont fait les prédécesseurs. Je crois que ce passage nous montre bien que ce qui nous parle, à travers les paysages que nous voyons au quotidien, ce sont les personnes qui ont agi sur ces paysages et qui nous ont précédés. Oui, tout à fait, et c'est à ce titre d'autant plus regrettable que l'art du temps peine à s'emparer de ce qui forge l'âme et forge donc aussi la création artistique au-delà de la pure représentation du paysage. Un paysage peut imprégner l'œuvre d'un artiste lorsqu'il peint une femme, lorsqu'il décrit une scène de repas. Tout ça forme finalement une espèce d'éponge sensorielle, émotionnelle, olfactive, visuelle, qui ne peut pas être sans rapport avec l'environnement dans lequel cet artiste a forgé sa sensibilité. Peu nombreux sont les écrivains qui mettent aujourd'hui en avant cette dimension incontournable de la création. J'ai quand même une exception en tête qui est Sylvain Tesson. Je pense notamment, pour faire écho à l'Odyssée française, à son excellent roman Sur les chemins noirs, qui est un carnet de voyage de l'extrême sud-est du pays, dans la vallée de la Roya, jusqu'à la pointe nord du Cotentin, dans lequel Tesson, avec des accès très barésiens finalement, met en valeur ce lien finalement imperceptible mais tellement présent entre un peuple, son paysage et les interactions permanentes que ces deux entités arrivent à gérer à travers les siècles. Amis auditeurs, merci d'avoir été au rendez-vous de ce premier numéro de l'art et du cochon. Nous vous retrouvons début février pour notre prochain podcast. Je crois que tu seras là, Antoine. Absolument. Bon, j'y compte bien. Très bien. Allez, au mois prochain. Au mois prochain, merci à tous et merci Claude.